Ces appareils de la garde nationale, filmés en avril 1971, comptaient parmi les derniers F-84 encore en service aux États-Unis. 8 mois plus tard, ils ont été réformés et envoyés à la ferraille. La plupart des Thunderjet avaient déjà disparu depuis longtemps. Un seul modèle, une version de reconnaissance, le RF-84 Thunder Flash, était arrivé à survivre car c'était un appareil très spécialisé. En 1971, ces avions accusaient leur âge. Il y en avait beaucoup d'immobilisés au sol car leur structure était fatiguée. Les autres devaient être surveillés de très près et entretenus avec soin. Le dernier RF-84 est sorti d'usine en 1957. Les F-84 ont une carrière opérationnelle particulièrement remplie. Le Thunder Flash, le modèle reconnaissance photo, est le plus réussi de la famille des F-84. Il a profité de tous les progrès possibles pendant son développement. Les premières études de cet appareil remontent à octobre 1944. À cette époque, le bureau d'études de République venait d'abandonner l'idée d'adapter un turboréacteur au P-47 Thunderbolt, préférant développer un avion entièrement nouveau. Les États-Unis eux-mêmes se retrouvaient confrontés à la sortie de nouveaux appareils à réaction allemands et anglais. Suite à cela, les militaires ont encouragé tous les efforts possibles pour rattraper leur retard. Ce sont Bell et Lockheed qui ont développé les deux premiers appareils à réaction américains. Le Lockheed P-80 a été commandé en série. République, de son côté, avait développé autour d'un nouveau turboréacteur à flux axial de General Electric un projet aux lignes aérodynamiques. Le résultat était convaincant et l'armée a passé commande de 3 prototypes qui s'appelleront XP-84. Le premier, achevé en décembre 1945, a été transporté au centre d'essai en vol de Meroc pour y être évalué. Il a décollé pour la première fois le 28 février 1946. C'était le premier avion de chasse américain de l'après-guerre. Son dessin était plutôt conventionnel, avec une voilure droite et basse dont le profil était à écoulement laminaire. Il avait été construit entièrement en métal. Sa verrière était en goutte d'eau, son cockpit pressurisé et il avait un siège éjectable. Les technologies qu'il utilisait étaient classiques, il reprenait la plupart des concepts qui avaient fait leur preuve à cette époque. Jusqu'à la sortie du modèle E en 1949, il n'a été construit qu'à un très petit nombre d'exemplaires, mais il a été beaucoup modifié. Il y aura plus de 840 modèles E construits, ce qui n'a pas empêché les ingénieurs de le faire évoluer. Par exemple, ce modèle E dispose de la plupart des transformations étudiées pour les versions suivantes. Cet appareil a posé des problèmes au départ, les mêmes pour l'essentiel que tous les premiers appareils à réaction. En fait, à ce moment, on connaissait encore mal les contraintes et le potentiel de ces nouveaux moteurs. À la fin de sa carrière, il ne ressemblait plus du tout à son premier prototype de 1946. Son plus gros défaut était sa voilure droite. République a été très vite autorisé à étudier une voilure en flèche. Son autre défaut majeur était son manque de puissance. Ce n'était pas la faute des responsables du projet. Tous les premiers avions en réaction manquaient de puissance et avaient besoin de pistes très longues pour décoller. À pleine charge, il lui fallait des fusées d'appoint pour être en l'air avant le bout de la piste. Trop souvent, des pilotes se sont trouvés trop longs au décollage et se sont crashés. Les versions à voilure en flèche avaient encore besoin de fusées au décollage, car même si leur moteur était plus puissant, il pesait plus lourd.
Leur mise au point était laborieuse et en attendant, République a sorti une version à aile droite améliorée. C'était le modèle G qui a été fabriqué à 3025 exemplaires, beaucoup plus que tous les autres. Au départ, cet appareil était un intercepteur. Il avait 6 mitrailleuses, 4 dans son nez et 2 dans ses ailes. Le Thunderjet a remplacé les Lockheed P-80 qui avaient 2 ans de plus que lui. Il sera à son tour très vite supplanté par le nouvel intercepteur de North American, le F-86 Sabre. Sa voilure droite et le manque de puissance de son réacteur limitaient par trop sa vitesse. La succession rapide de tous ces appareils a permis à l'armée de les spécialiser. Dans la répartition des rôles, le Thunderjet s'est vu attribuer celui de chasseur-bombardier. Le modèle G était même capable de mener des attaques nucléaires. Parallèlement, on a aussi développé sa capacité d'emport d'armement conventionnel. C'est dans des opérations d'appui tactique et d'attaque au sol que le Thunderjet s'est fait sa réputation. Sa voilure basse était un avantage dans son nouveau rôle, il était facile à charger. Avec près de 2 tonnes de bombes, le Thunderjet pouvait être redoutable. Avec ses fusées de décollage, il se contentait de pistes rudimentaires et sa solidité lui permettait d'encaisser sans broncher des tirs d'armes automatiques. Il avait conservé ses 6 mitrailleuses chargées à 600 coups chacune. On pouvait fixer jusqu'à 32 roquettes de 12,5 sous ses ailes et son fuselage. L'utilité de ce type d'armement, efficace contre les blindés, avait été mise en évidence pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Thunderjet pouvait aussi larguer des charges au napalm. Avec ses ailes qui ressemblaient à des planches, il ne dépassait pas Mach 0,82. Cela le rendait inutilisable pour le combat aérien rapproché. Au-delà de cette vitesse, il se retrouvait secoué et il y avait un risque de rupture de sa cellule. Il manquait aussi de maniabilité pour être un bon chasseur. Mais à l'inverse, c'était un bon avion d'attaque au sol. Sa stabilité en faisait une plateforme de lancement idéale et pour ce type de mission, sa vitesse limitée n'était pas un problème. Les F-84 ont été d'excellents appareils tactiques malgré leur difficulté à décoller. Le premier modèle de production, le B, était extrêmement rudimentaire. Il ne représentait pas un très grand progrès par rapport aux appareils à moteur à piston de 1945. Mais au fur et à mesure de la sortie de nouvelles versions et sous-versions, il s'est fait plus sophistiqué. Le G avait un système de visée assisté par radar, un pilote automatique, des nouveaux systèmes électriques, hydrauliques et d'alimentation en carburant et encore bien d'autres améliorations. Les premiers jets consommaient beaucoup et les réservoirs du Thunderjet n'étaient pas très grands. Leur capacité a été augmentée par l'adjonction de réservoirs en bout d'aile. Le rayon d'action des premières versions était de 2000 km et il est passé à 3200 km avec la sortie du modèle G. Pour l'utiliser comme chasseur d'escorte, le Strategic Air Command l'avait fait équiper d'un système de ravitaillement en vol. Mais bizarrement, son orifice de remplissage se trouvait sur son aile gauche, ce qui perturbait l'écoulement de l'air sur une bonne partie de sa voilure.
La version G a permis d'attendre la sortie du modèle à voilure en flèche qui a été prêt en 1952. À sa sortie, il s'appelait F-96, mais son nom a été changé et ce sera finalement le F-84F Thunderstreak. Une fois de plus, cet appareil a été une déception. Il n'avait pas les qualités de chasseur qu'on attendait de lui. Le supplément de puissance de son nouveau moteur et ses nouvelles lignes aérodynamiques ne faisaient que compenser son supplément de poids. Il était aussi mou que le modèle précédent et il avait autant de mal à décoller que lui. Cette version F volait à 1120 km/h contre 1000 pour le modèle G, mais le nouvel avion avait un taux de montée et un plafond inférieurs à ceux du modèle à aile droite. Finalement, le F servira comme les autres de chasseur bombardier tactique. La sortie de la version à voilure en flèche a été plusieurs fois retardée pour des raisons budgétaires. L'US Air Force n'avait pas d'argent pour ce projet. Le prototype a tout de même fini par décoller le 3 juin 1950. Son réacteur était clairement insuffisamment puissant. Le projet a piétiné, mais un événement important va le relancer. Deux jours seulement après le premier vol du prototype à voilure en flèche, les États-Unis apprennent l'invasion de la Corée du Sud par les communistes du Nord. Cela a déclenché le déversement d'un flot de dollars sur tous les programmes de défense. Although many countries promptly disbanded their wartime armies, other countries continued to maintain forces so large that they posed a constant threat of aggression. And this year, the invasion of Korea has shown that there are some who will resort to outright war, contrary to the principles of the Charter, if it suits their ends. Quand la guerre de Corée éclate, l'armée de l'air américaine n'est plus que l'ombre d'elle-même. L'ombre de celle qui avait assuré la victoire 5 ans auparavant. Les Sud-Coréens n'avaient pratiquement pas d'aviation. Ils n'avaient que 16 appareils, tous des avions d'entraînement ou de liaison, sans canon et sans système de fixation de bombes. Et ils n'avaient que très peu de pistes et des pistes très mal équipées. Les premiers avions utilisés seront des appareils à hélice. Les jets américains étaient obligés de décoller du Japon et une fois sur place, leur durée d'intervention était limitée. La force aérienne déployée par les États-Unis était tout juste acceptable. Si la Corée du Nord avait eu une aviation suffisante, elle aurait pu rapidement prendre le contrôle de toute la péninsule. Mais le Nord ne disposait que de 62 avions d'attaque légers et de 70 chasseurs dépassés. Son aviation était très vite détruite, ce qui a permis aux Américains de ralentir et ensuite arrêter l'avance des armées du Nord. Pour paralyser les efforts du Nord, les États-Unis se sont rendus maîtres du ciel coréen. Ils ont conservé cette maîtrise pratiquement tout le long du conflit grâce aux avions embarqués de la Navy et grâce aux quelques types d'appareils que l'Air Force arrivait à déployer à partir de pistes sommaires. Étant donné la faiblesse des forces terrestres au début, les victoires en Corée à la fin de 1950 sont dues presque uniquement à l'aviation américaine. Les F-84 n'ont pas été utilisés dès le début du conflit. La tâche était assurée par des Mustangs et des P-80. Mais la situation s'est radicalement transformée le 9 novembre 1950 quand les Nord-Coréens ont commencé à utiliser des jets. Les États-Unis ont été obligés de jeter leurs appareils les plus modernes dans la bataille. Les seuls Thunderjets disponibles étaient des modèles D et E à voilure droite qui ne faisaient pas le poids face aux MiG. Les F-84 n'étaient pas capables d'abattre les avions soviétiques plus rapides,
Mais ils étaient suffisamment rapides et maniables pour y échapper. Les F-84 accomplissent leur première mission de combat le 6 décembre, c'est-à-dire moins d'un mois après l'apparition des MiG. Avant de les lancer dans la bataille aux côtés des F-86, il a fallu les réparer car pendant leur transport par bateau au Japon, la corrosion avait provoqué beaucoup de dégâts. Inférieurs aux MiG et aux sabres à voilure en flèche, les F-84 ont été limités à des missions tactiques d'appui-sol. Ils étaient souvent escortés par des sabres quand il y avait risque d'affrontement avec des MiG. Les Thunderjet étaient incapables de faire face aux avions russes bien plus rapides. Comme appareil tactique, les F-84 se sont remarquablement comportés. Ils ont opéré au total 86 408 sorties, au cours desquelles ils ont largué 50 427 tonnes de bombes et 5 tonnes 560 de napalm. Ils ont tiré 22 154 roquettes et un nombre incroyable de balles de mitrailleuses. L'infanterie les avait surnommés les champions des chasseurs bombardiers. Les Thunderjet ont abattu avec certitude 9 MiG, probablement 96 autres qu'ils ont de toute façon certainement touchés. Quant aux MiG, eux, ils ont descendu 18 F-84 sans compter le grand nombre d'appareils touchés. Pour les Thunderjet, l'artillerie antiaérienne qui a provoqué la perte de 135 appareils a été beaucoup plus meurtrière. Une partie des missions se faisait au départ du Japon avec ravitaillement en vol. Mais les Thunderjet étaient assez robustes et avaient une garde au sol suffisante pour opérer à partir des bases rudimentaires de Corée. Ils décollaient dans ce cas avec des fusées d'appoint qui étaient ensuite larguées puis récupérées pour être réutilisées. Ce système n'était pas parfait. Quand des escadrilles décollaient en formation, le leader était le seul à y voir quelque chose, les autres devaient fonctionner aux instruments. Briefing, préparation, décollage, attaque étaient devenus une routine familière. Les F-84 n'ont pas opéré que des missions d'appui-sol sur le front. On les a aussi utilisés dans des missions d'interdiction pour couper l'ennemi de son ravitaillement et à des attaques contre les renforts ou encore pour détruire des ponts, des voies ferrées et des centrales électriques. L'importance stratégique de cette tâche qu'on leur confiait est la preuve qu'ils savaient se montrer fiables, robustes et meurtriers. Ils faisaient partie du cœur de l'armement de l'US Air Force. La Corée a mis en valeur toutes les qualités des Thunderjet. C'était un appareil facile à entretenir, surtout quand on le compare aux autres jets de la première génération. C'était aussi une excellente plateforme de tir qui encaissait très bien les coups. C'était un très bon élément, comme le P-47 de la Seconde Guerre mondiale et comme le fantastique F-105 qui jouera un rôle capital au Vietnam. Malgré ses défauts, c'était le meilleur appareil d'attaque à réaction de l'US Air Force pendant la guerre de Corée. C'est là-bas que le Thunderjet a surmonté ses échecs et s'est révélé être un grand avion d'une redoutable efficacité. Pour prendre la mesure de ses qualités, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Dans les premiers avions à réaction, un grand nombre sont inférieurs au F-84. Si les Thunderjet ont eu à leur charge les missions les plus difficiles, les plus délicates et les plus dangereuses, c'est que les autres étaient incapables de surmonter l'épreuve du combat. Les Thunderjet, qui avaient des défauts et qui étaient limités, ont eu droit au pire surnom jamais inventé par les pilotes américains. Groundhog, ce qui veut dire marmotte et qui rappelait leur mauvaise volonté au décollage. Mais l'attitude des équipages a changé pendant la guerre
ils ont commencé à les apprécier. Leur surnom est devenu Hawk tout court. Ce n'était toujours pas très flatteur, mais beaucoup plus affectueux. Après la mise au point de la bombe atomique, on n'a plus porté la même attention aux enseignements de la Seconde Guerre mondiale. Pour certains stratèges, il ne devait plus jamais y avoir de guerre conventionnelle d'importance. Mais quand les soviétiques sont arrivés eux aussi à mettre au point leur propre bombe atomique, son utilité a été remise en question. Le feu nucléaire avait-il encore un intérêt dès lors qu'il y avait danger de représailles? Le concept de MAD, de destruction mutuelle assurée, était né. Un nouveau, celui de guerre limitée, allait être inventé après coup pour la guerre de Corée. Dans ce type de conflit dit limité, le Thunderjet s'est avéré être une des armes les plus efficaces existantes. Au moment où se terminait la guerre de Corée en 1953, une série de confrontations et de négociations avait complètement transformé l'ordre politique mondial. Ce processus culmine avec la signature à Paris, le 23 octobre 1954, de la fin de l'occupation de l'Allemagne de l'Ouest. Les troupes britanniques, américaines et françaises sont restées en Allemagne, mais pour assurer sa défense. Une autre étape est franchie le 13 novembre 1956, quand la Luftwaffe reçoit ses premiers avions de combat depuis la fin de la guerre mondiale. Ce sont des F-84F Thunderstreaks. Les Allemands ont déployé jusqu'à 5 escadrilles de Thunderstreaks. Ils étaient le plus gros utilisateur de cet appareil en dehors des États-Unis. Les pays membres de l'OTAN ont déployé des milliers de F-84, aussi bien à aile droite qu'à voilure en flèche. En dehors de l'Allemagne, la France, la Belgique, le Portugal, la Turquie, la Hollande, la Grèce, le Danemark, la Norvège et l'Italie en ont utilisé. Ils constituaient la première ligne de défense de l'Europe à une époque où la guerre était possible. Les derniers en service, ceux de l'aviation turque, ont été réformés en 1982. Ces appareils, construits par République, malgré tous leurs défauts, étaient parmi les meilleurs existants. Une autre version du F-84, le RF-84F Thunder Flash, a été construit à grande échelle. On s'est aperçu en Corée qu'on manquait d'un avion de reconnaissance photographique rapide, capable d'échapper aux MiG. Il fallait un nouvel appareil avec un rayon d'action et une vitesse bien supérieure à ceux des appareils alors en service. Le deuxième prototype venait d'être construit avec un nez profilé et des entrées d'air à l'emplanture des ailes. Ces modifications ne seront jamais intégrées à la version chasseur, mais cette base a servi à mettre au point la version reconnaissance. Cette version sera la plus réussie de tous les F-84 produits. Le prototype du RF-84 effectue son premier vol en février 1952. À ce moment, il avait déjà considérablement évolué. Ses entrées d'air et sa surface de voilure avaient été augmentées et son nez profilé remplacé par un autre, beaucoup plus gros, capable de recevoir 6 appareils photo. Il sera fabriqué à 718 exemplaires.
Sa production a été retardée jusqu'en 1955 à cause de certaines difficultés avec le réacteur de la nouvelle version. L'US Air Force a mis en place 11 escadrilles de Thunder Flash. Ils sont restés opérationnels pour le compte de l'Air Force et de la Garde nationale pendant 17 ans. Les programmes américains d'assistance militaire ont permis de livrer 327 de ces appareils à un grand nombre de pays alliés. Le RF-84 devait servir à combler un vide. Il ne conservera sa place d'appareil de première ligne que pendant 3 ans, avant d'être remplacé par le McDonnell RF-101, le Voodoo. Mais son temps d'utilisation par la Garde nationale est la preuve que les ingénieurs de République avaient réalisé un bon appareil de reconnaissance photo. Comme tous les F-84, le RF-84 était facile à entretenir. C'était une de ses qualités les plus marquantes qui a influencé sur les projets suivants. Même le premier Thunderjet avait plus de 180 panneaux d'accès. Toute la partie arrière de sa queue pouvait être démontée, ce qui facilitait l'entretien de son moteur. Toutes ces particularités de conception n'ont rien changé à ses qualités en vol, mais beaucoup influé sur son potentiel opérationnel. Le Thunderjet a été l'appareil des Thunderbirds, la patrouille acrobatique de l'US Air Force. Il n'est pas certain qu'il y ait un lien entre ce nom de Thunderbirds et le nom de l'appareil Thunderjet, mais le F-84 a été le premier appareil utilisé par cette patrouille au moment de sa formation en 1953. Il y a d'abord eu les F-84G à aile droite qui seront utilisés pendant 2 ans. En 1955, les Thunderbirds ont pris livraison de leur nouvelle version, le Thunderstreak à voilure en flèche. Ils volaient avec le bout de leurs ailes à moins de 1,50 m les uns des autres. C'était extrêmement dangereux car les premiers jets étaient très peu maniables. Avec leur F-84F, les Thunderbirds ont effectué 91 démonstrations. La dernière a eu lieu le 19 mai 1956 à Bolling Field. Les Thunderbirds sont ensuite passés au Super Sabre F-100, un appareil supersonique, mais ils ont continué d'effectuer leurs démonstrations à peu près à la même vitesse. Si le F-84 a été considéré comme un appareil important dans les années d'après-guerre, c'est aussi parce qu'il a servi à réaliser un grand nombre d'études et d'expérimentations. Exemple, le Falcon. Ce mot, Falcon, est la contraction de Fighter Conveyor, ce qui veut dire convoyeur de chasseurs. Ce projet devait résoudre un problème de surveillance aérienne. Les gros avions de reconnaissance étaient trop vulnérables au-dessus des territoires ennemis, et la plupart des zones à surveiller se trouvaient hors de portée des chasseurs, sans parler de la fatigue de leurs pilotes. C'était un projet très simple de conception, mais difficile à réaliser. Un bombardier B-36 était utilisé comme avion porteur.
Il emportait un chasseur de reconnaissance photo jusqu'à la limite de la zone dangereuse. À cet endroit, il le larguait et ensuite le récupérait en vol. On a travaillé sur toute une série d'attaches, aussi bien sur le bombardier que sur le chasseur, avant d'arriver à un système fiable. Cette opération était difficile et très dangereuse. Les essais ont commencé en 1952 avec un F-84E modifié. Ce système a évolué au fur et à mesure des problèmes rencontrés. Il y avait des problèmes d'instabilité avec le berceau de l'avion porteur et des problèmes de fiabilité avec les crochets hydrauliques du chasseur. Pour améliorer le système, il a fallu procéder à un grand nombre d'essais et de modifications. Pendant l'opération d'accrochage, le chasseur était à la limite de sa vitesse de décrochage et en plein dans les turbulences provoquées par l'avion porteur. Cette manœuvre demandait beaucoup d'adresse de la part des pilotes. Ce système devait devenir opérationnel avec un RF-84F modifié et rebaptisé RF-84K. Les essais commencent en 1953. Le prototype réussit son premier accrochage le 30 mars. Cette version du RF-84 avait 3 crochets hydrauliques et une dérive horizontale complètement redessinée pour pouvoir entrer dans la soute à bombe d'un B-36. Les essais du Falcon se sont poursuivis jusqu'en 1955. La 91e escadrille de reconnaissance stratégique, basée à Larson, a reçu 25 RF-84K qu'elle utilisait avec une flotte de B-36 modifiée. Les essais et l'entraînement se sont poursuivis jusqu'en 1956, quand le projet a été abandonné. C'est à cette époque que le U-2 est entré en service. Quand les soviétiques sont arrivés à mettre au point leur bombe atomique et son vecteur de lancement, les stratèges occidentaux redoutaient la destruction complète des aérodromes et de tous leurs appareils en une seule frappe. Cette réalité nouvelle, plus le besoin de pistes très longues pour les jets, sont à l'origine d'une des plus étranges expériences de l'aviation. Ce système s'appelait ZEL, ce qui est l'abrégé de Zero Length Launch, lancement sur rampe. La manœuvre consistait à lancer un avion piloté, armé de bombes nucléaires, à partir de la plateforme d'un camion ou d'un bunker en béton. On pouvait en cacher des centaines à proximité de la frontière du bloc soviétique. Ces avions, en état d'alerte et armés, pouvaient répondre immédiatement à une attaque soviétique. L'autre possibilité était de positionner les intercepteurs dans des bunkers en béton armé. La société Martin a procédé à des essais avec des F-84G sans pilote équipés de systèmes mis au point pour le missile Matador. Le premier lancement a lieu le 15 décembre 1953.
Le F-84 a réussi à décoller d'un camion et à revenir se poser sans problème. Un deuxième essai a suivi aussitôt après. Le système était basé sur un propulseur à poudre fixé sous l'avion. Une fois le combustible solide du moteur fusée consommé, il fallait larguer au plus vite ce booster qui augmentait considérablement la traînée de l'appareil. À la fin de la combustion de la fusée, l'appareil volait à 285 km/h. C'était bien plus que sa vitesse de décrochage et il pouvait alors continuer son ascension avec son seul réacteur. Les résultats des 2 vols sans pilote ont été conformes aux résultats escomptés. Les essais ont alors pu passer à la phase suivante. Le premier essai avec un pilote a lieu le 5 janvier 1955. L'accélération a été mesurée à 3,5 G, une accélération comparable à celle d'un appareil catapulté du pont d'un porte-avions. Le pilote n'a eu aucune difficulté à contrôler son avion. Ce programme s'est poursuivi jusqu'en 1959 avec une série d'essais sur le Super Saab de North American. 148 exemplaires du F-100 seront modifiés. Les soviétiques ont procédé à des expériences comparables avec le MiG-19. Mais cette idée a été finalement abandonnée avec l'apparition de missiles plus précis et plus fiables. Le F-84 a continué à servir à des expérimentations exceptionnelles. Une des plus étranges est certainement celle du F-84H. Le but était d'arriver à un avion supersonique à hélice. C'était un appareil très différent qui s'appelait au départ F-106. Il avait très peu d'éléments en commun avec les autres de la même série, mais il a été rebaptisé F-84H avant son premier vol. La Navy en a commandé 2 prototypes. Il était équipé d'un turbopropulseur, des hélices spéciales avaient été fabriquées. Le premier vol se déroule sans problème le 22 juillet 1955. Mais l'avion n'arrive pas à atteindre Mach 1 comme prévu. Il a tout de même réussi à voler à 1078 km/h, ce qui en fait l'avion à hélice le plus rapide, mais ce n'était pas suffisant pour la Navy. Le problème que pose un avion supersonique à hélice est connu. À l'approche de Mach 1, certaines parties de l'hélice sont déjà au-dessus du mur du son, alors que d'autres sont encore en dessous. Les efforts qu'elle subit sont considérables. La conception d'une telle hélice doit être complètement repensée par rapport à une hélice classique. Cet avion était très précieux pour valider certaines théories. Les expériences réalisées avec le F-84H ont apporté la preuve que son hélice tripale, spécialement conçue pour lui, était solide. Elles ont aussi prouvé la valeur du travail réalisé sur son moteur et sa structure. L'apparition des catapultes à vapeur, des ponts inclinés et du ravitaillement en vol ont poussé la Navy à abandonner ce projet et à utiliser de véritables jets. L'Air Force a poursuivi seul les essais, plus dans une perspective de recherche que pour une utilisation opérationnelle. Le F-84, qui est le plus rapide des avions à hélice, est aussi le plus bruyant. Son moteur, un Allison, développait 6000 chevaux, mais ce n'était pas lui le plus bruyant, c'était l'hélice. À grande vitesse, et même à l'occasion d'essais au sol, l'extrémité de ses pales pouvait franchir le mur du son. Cet appareil déclenchait jusqu'à 900 booms soniques par minute. Le bruit qu'il faisait au roulage et au décollage pouvait entraîner des nausées ou des malaises sur les équipes au sol. Les protège-oreilles n'y faisaient rien.
Une flottille de ces appareils sur le pont d'un porte-avions aurait entraîné des problèmes insolubles. Cet appareil et les hélices supersoniques ont été finalement abandonnés. Le dérivé le plus extraordinaire du F-84 est sans aucun doute le XF-91 Thunderceptor. Cet appareil, conçu en 1946, est certainement un des avions expérimentaux les plus fascinants de cette époque. En plus de son réacteur, il avait 4 moteurs fusées. Il a été le premier avion de combat américain à passer le mur du son en palier. Sa voilure était pivotante, ce qui permettait de faire varier son angle d'incidence. En plus, des volets répartis sur toute la longueur de ses ailes lui donnaient une vitesse de décrochage très basse pour l'époque et sa maniabilité en vol était exceptionnelle. Ses ailes étaient révolutionnaires, leur effilement était inversé, leurs emplantures étaient moins larges que leurs extrémités. L'objet de cette configuration était de retarder le décrochage de l'extrémité des ailes, ce qui modifiait le comportement de l'avion. Les décrochages n'avaient plus lieu nez en l'air, mais en plongée, et ils étaient ainsi plus faciles à rattraper. Équipé du réacteur prévu, il aurait pu dépasser Mach 2. Son moteur insuffisant lui permettait d'atteindre tout de même Mach 1,2. Il était considéré comme le concept le plus avancé de son époque, mais son coût l'a fait abandonner. République avait un grand nombre de projets très audacieux et ultramodernes. Son XF-103, prévu pour atteindre Mach 3, n'a jamais été construit. Cet avion à voilure Delta devait utiliser des turboréacteurs et des statoréacteurs. Il n'avait pas de verrière, son pilote était complètement enfermé. C'est un F-84 qui a servi à mettre au point le périscope du XF-103. Ce Thunderjet, très étrange, a servi à démontrer la viabilité de ce principe. Le F-84 a continué sa longue et tranquille carrière au sein de la garde nationale. Il était toujours affecté par ses défauts au décollage, mais ses pilotes le respectaient. Dans l'US Air Force, le Thunderjet a été pour l'essentiel un avion de seconde ligne. Mais un grand nombre d'aviations étrangères l'ont utilisé comme appareil de première ligne. Beaucoup de pays l'ont conservé pour des raisons d'économie, mais aussi parce qu'ils le considéraient comme suffisamment efficace. Le F-84 a disparu sans beaucoup de regrets. Sa réputation a été ternie par des difficultés de développement et par le manque de puissance de son moteur, comme tous les jets de la première génération. Mais il ne faut pas oublier qu'il s'est montré efficace en Corée. Le F-84 était un appareil de transition entre les avions à hélice et les jets de la deuxième génération, les Century. Ces Century Fighters étaient plus efficaces tout simplement parce qu'ils ont profité de l'expérience des premiers avions en réaction de l'après-guerre. Parmi ces appareils de la première génération, les F-84 de République n'ont été dépassés que par le F-86 qui était tout de même plus récent et qui avait profité lui aussi de l'expérience des premiers F-84. Aujourd'hui, on a le droit de trouver au F-84 beaucoup de qualités pour une époque où les ingénieurs aéronautiques s'engageaient sur des chemins inconnus. Les militaires avaient un besoin pressant d'appareils à réaction. La mise au point de réacteurs puissants et fiables est passée derrière cette contrainte. En Corée, le F-84 s'est finalement révélé être le plus fiable et le plus robuste de ses contemporains. On se souvient du F-86 comme de l'appareil qui est arrivé à battre les MiG-15. Le Thunderjet, lui,
est l'appareil qui a opéré à partir de terrains sommaires dans des conditions très difficiles. C'est aussi l'appareil qui a permis, grâce à sa puissance tactique, de contenir l'avancée des troupes chinoises. Il a également été utilisé pour un grand nombre d'expérimentations qui ont bouleversé l'aéronautique. Ces applications sont encore visibles aujourd'hui. Dans la famille des chasseurs fabriqués par République, le F-84 se situe entre deux des plus fantastiques avions tactiques de l'histoire de l'aviation, le P-47 Thunderbolt et le F-105 Thunder Chief. À condition de ne pas oublier l'époque à laquelle il est sorti, il soutient très bien la comparaison avec eux.